Gain Afrique, télévision toujours à votre compagnie, mesdames et messieurs. Nous vous disons merci d'être fidèles. Vous nous suivez de partout au monde. Merci en tout cas d'être branchés. Nous sommes encore une fois là pour vous accompagner. Pour mieux comprendre la situation sécuritaire dans l'est du pays, c'est Sirgel Afrique Télévision. Mesdames et messieurs, la gestion politique de cette guerre, nous sommes dans la troisième année que la résurgence du M23 fait parler d'elle. Et là, c'est bien sûr les Rwandais qui intervient militairement dans l'est du pays, selon les experts des Nations Unies et tous les faits, justement, qui démontrent combien de fois les militaires rwandais sont présents en République démocratique du Congo. Alors, quand je parle de la gestion politique, nous allons donc en parler avec cet activiste de la société civile. Il est déjà sur ces plateaux de Gueule Afrique qui va donner son point de vue par rapport à tout ce qui se passe. Nous faisons face aux trois fronts, les fronts politiques, les fronts militaires et les fronts diplomatiques. Alors, un seul front nous intéresse aujourd'hui, c'est bien les fronts politiques. Josué Alaï, avec nous sur Gueule Afrique Télévision, comment vous allez? Je vais bien. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour également à nos humbles téléspectateurs qui nous suivent de partout. Euh, pour moi, je vais bien. Je crois Alors, que je vais bien, malgré que le pays va mal. oui. Tout ce qui m'intéresse, moi, actuellement, d'abord, c'est mettre fin à cette guerre, parce que cette guerre a beaucoup duré et elle a endeuillé plusieurs familles, plusieurs Congolais. Oui. Et donc, de mon côté, il me faut être en forme pour très bien me battre afin que nous puissions retrouver la paix longtemps cherchée. C'était pas comme les Ouazalendo sont en train de les faire, ou soit c'est une autre façon de se battre. Pour Comme toi, c'est quoi la façon? comme vous l'avez évoqué au Oui, commencement, c'est qu'il y a une guerre qui a trois volets, donc le volet diplomatique, politique, mais également militaire. militaire. Oui. Et nous, comme citoyens, nous savons qu'aucune armée au monde ne peut gagner la guerre sans l'accompagnement de sa population. Et on est là comme activistes en train de soutenir notre armée, en train de dénoncer les abus des droits de l'homme qui se font observer au cours de cette guerre, en train également de monitorer, mais aussi de documenter tout le crime qui sont en train d'être fait pour qu'un jour justice soit faite. Alors, Josué Alaï, comme je le disais, parlons maintenant de ces fronts politiques aujourd'hui. Parce que c'est vrai, nous avons les institutions qui sont déjà en place. Le Parlement, bien qu'étant en vacances aujourd'hui, il y a le gouvernement nouvellement investi. Nous avons aussi, donc l'exécutif est au complet. Là, il n'y a pas beaucoup de soucis à soulever. Alors, pour vous personnellement, les grands discours qui nous ont été une fois de plus prononcés, vous avez écouté la première ministre, même des passages ici à Goma, avec justement sa détermination d'en finir avec cette guerre. Alors, en écoutant la première ministre d'abord pour commencer, pensez-vous que cette fois-ci, ça rassure, contrairement aux prédécesseurs, contrairement justement aux gens, oui, ceux-là qui ont précédé, voire même ceux-là qui sont aujourd'hui aux affaires, mais qui, donc, qui ont besoin d'une complémentarité. Comment vous, personnellement, vous jugez cela? Pour moi, d'abord, je ne pense pas que la détermination puisse venir des paroles ou des discours. Mais c'est le commencement, ça commence par là. Ce n'est pas les discours qui gèrent un pays. Un Oui. pays et la guerre ne peut pas finir parce que je dis que je suis déterminé à mettre fin à la guerre. La guerre ne peut pas finir parce que je suis en train de pleurer de mon côté, dénoncer ce qui se passe. La guerre finit par des stratégies prises, mais également des actions qu'on amorce. Malheureusement, nous sommes dans une situation où 3 ans déjà que la M23 est en train de nous attaquer et l'M23 n'arrête de gagner le terrain. Mais politiquement, de notre côté, nous semblons rester beaucoup plus dans le discours que de nous lancer réellement dans des stratégies pour mettre fin à cette guerre. Le gouvernement Sama, mais également l'actuel gouvernement, même si on vient de mettre une nouvelle équipe, vous allez vous souvenir que je disais toujours que les acteurs de la guerre ne peuvent jamais être les acteurs de la paix. C'est là qu'ils nous ont trompés en nous disant que qui veut la paix prépare la guerre. C'est parce qu'ils veulent que nous puissions rester dans des guerres à répétition. Mais ce qui est important actuellement, c'est de faire comprendre aux gens que la politique devrait plutôt être une politique agissante, comme ils se disent avoir Oui. une diplomatie agissante. La politique doit être aussi agissante et la politique, c'est cette manière d'ailleurs de gestion, ces stratégies qu'ils sont en train de prendre pour mettre fin à cette guerre. Vous allez vous souvenir qu'il y a eu tâtonnement dans les chefs de nos politiques au commencement de cette guerre.
ils nous ont, pour mettre fin à la guerre, nous sommes partis solliciter l'EAC pour que nous puissions avoir les troupes de l'EAC ici. Les troupes de l'EAC... Vous connaissez la raison du déploiement de l'EAC, et parce qu'on s'est rendu compte, rappelez-vous, José Walaï, il y avait un déficit aussi au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Il fallait d'abord se rassurer d'une bonne organisation de cette armée. Le temps de faire tout ça, il y a la menace M23 RDF qui était là, et donc il fallait combiner les deux. Et on a fait appel je ne crois pas qu'un acteur de la guerre puisse venir nous apporter la paix. Nous sommes tous sans ignorer que le Congo est attaqué par le Rwanda et l'Ouganda. Et que l'EAC, c'est une sommation d'où l'Ouganda et le Rwanda font partie. Et donc, nous amener l'EAC, c'est nous amener les agresseurs. Nous amener ces mêmes agresseurs venir nous apporter la paix. Nous savons tous les résultats. C'est la population qui s'est levée pour le départ de l'EAC, jusqu'à ce que le gouvernement également a compris que non, les troupes de l'EAC devraient quitter le sol congolais. Nous sommes tous sans ignorer que les stratégies que notre gouvernement est en train de prendre pour mettre fin à cette guerre ne sont pas bonnes. Donc politiquement, nous ne sommes pas à la hauteur. Ça, il faut le dire, parce que si vous essayez de voir avec l'armée ougandaise au Grand Nord, dans l'opération Oussouja, je crois, et ce que nous appelons Petit Nord ici, cette même armée est alliée. Donc, au Grand Nord, l'armée ougandaise, c'est notre allié, on est en train de nous battre, mais ici, ce sont des agresseurs. Il y a cette sincérité donc, dans les opérations. Il y a pas, pour commencer par là. Lorsqu'on parle de la politique, dans la politique, il y a cette question que vous venez d'évoquer, la sincérité. Oui. Et lorsque vous savez très bien que celui-ci fait partie de nos agresseurs, celui-ci, il fait partie de ceux-là qui tuent mon peuple. Vous ne pouvez pas aller prendre cette même personne pour que cette personne puisse se battre pour vous et se battre à vos côtés. Il est très important actuellement de dissoudre ou soit de rompre certaines questions diplomatiques avec certains pays qui nous agressent. Nous sommes tous sans ignorer que du côté Grand Nord, l'Ouganda est en train de mener des opérations avec nos FARDC. Et ici, l'Ouganda mène des opérations avec l'M23. On se demande, est-ce que notre gouvernement n'est pas au courant? Notre gouvernement est au courant. Cela veut dire que la politique, ça ne va pas. Nous sommes tous sans ignorer qu'il y a eu une autre opération avec les troupes de SADC qui sont ici. Ouais. Et à part les troupes de SADC, nous avons également les mercenaires qui sont ici. La SADC, c'est aussi les... Disons, parce que vous avez considéré l'EAC comme les agresseurs. La SADC, c'est le cas aussi. Je ne dirais pas qu'ils font partie des agresseurs, oui, mais je dirais que les troupes de SADC ne peuvent jamais venir verser leur sang au profit du peuple congolais. Pourquoi? Donc, mais les trois pays, Josué, qui composent aujourd'hui la SADC, on les a vus à l'œuvre, rappelez-vous, en 2013. La FIB de la MONUSCO, c'était le même pays aujourd'hui. Lorsque vous évoquez la MONUSCO, oui, vous êtes tous sans ignorer que au début même de l'opération Springbok, que moi j'ai considéré comme un simulacre, et tout ce qui s'est passé avec cette opération Springbok de la MONUSCO, tout ce qui s'est passé avec l'opération Oussouja, avant on avait à l'époque de Kabila, on a eu plusieurs opérations avec tous ces pays-là. Oui. Et moi, personnellement, je ne crois pas que un soldat étranger viendra se sacrifier au profit du peuple congolais. Ils ne viennent ici parce qu'il y a des intérêts. Il y a déjà des clauses pour leur propre pays. Ils sont en train de se battre pour la survie de leur pays. Ils ne sont pas pour la survie des Congolais. Et nous n'avons qu'une seule armée qui a les prérogatives de se battre pour libérer nos sols, de se battre pour l'intégrité de la RDC, c'est nos FARDC. Lorsqu'on amène d'autres troupes et que ces troupes-là soient très bien traitées que nos FARDC, vous allez comprendre qu'il y aura des frustrations au sein de nos forces. Regardez ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer à Butembo, où on est en train d'incriminer certains militaires et les condamner à perpétuité, tout simplement parce qu'on dit qu'ils ont fui face à l'ennemi. Mais nous sommes tous sans ignorer qu'échouer, c'est mauvais, mais le plus pire, c'est de ne pas essayer. Pour encourager nos FARDC, est-ce qu'il fallait les arrêter? Est-ce qu'ils n'étaient... La loi s'applique à tout le monde. Ces soldats n'étaient pas sous commandement.
ces soldats sont sous commandement. Donc vous allez comprendre qu'il y a d'abord cette chaîne de commandement qui semble être paraplégiques, qui ne sont pas debout. Parce que si notre armée, nos forces, mais également la justice militaire, devraient s'investir plutôt à arrêter les chefs des troupes. On dit toujours qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il y a toujours de mauvais commandements. Et c'est ce qui se passe actuellement au sein de nos forces. Parce que quand on parlait du commandement, là, on peut faire même allusion. C'est là qui aujourd'hui prennent des décisions. Et là, ce sont les politiques qui gèrent l'armée. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous sommes en train de traiter la question politique. Oui. Donc, les commandements, c'est également du côté de l'armée comme du côté de la politique. Je vous réfère au discours de monsieur le gouverneur militaire du Nord Kivu, qui avait dit, voilà, l'armée est un instrument de la politique. Et donc, on nous a amenés ici d'abord pour observer les cessez-le-feu et que nous allons nous battre lorsque la politique va décider. Pourtant, il oublie qu'il avait prêté serment devant tout le monde, devant les drapeaux, et de faire honneur à ces pays et de protéger l'intégrité nationale. Lorsque l'intégrité nationale est agressée, ou soit est menacée, je ne vois pas un militaire qui va dire qu'il va observer les cessez-le-feu parce qu'il attend une décision de la politique. Parce qu'au-delà de tout ça, il y a aussi cette volonté, parce qu'on peut parler aussi des impérialistes, c'est là qu'on considère aujourd'hui comme étant même les maîtres qui agissent derrière les Rwandais. Avec tout ça, Josué, ne pensez-vous pas que leurs décisions planent toujours sur que ce soit les autorités politiques, c'est là qui sont censés aussi pousser cette armée à être beaucoup plus dissuasive? Moi, je crois que lorsqu'on parle d'abord de ces multinationales, oui, ces gens-là qu'on passe être des tireurs de ficelle dans cette guerre, s'ils collaborent avec les armées qui nous agressent, cela veut dire que celles-là, ils savent très bien parler avec eux. Donc, la diplomatie, c'est aussi ça. Qu'est-ce que nous gagnons? Est-ce que le Rwanda agresse le Congo parce que le Rwanda, par exemple, veut exploiter les coltans au Congo? Qui exploite les coltans? Ce sont les impérialistes, les multinationales qui financent la guerre et après, ils en profitent de cette guerre avec les coltans. Le Rwanda a été proclamé comme étant le pays, le producteur de coltans en Afrique. Et pourtant, chez eux, il n'y a pas de carrières de coltans, de gisements de coltans. Donc, vous allez comprendre que nous, ce qui nous manque, c'est une diplomatie normale. Une diplomatie capable de traiter avec ces gens et leur dire clairement que les coltans nous appartiennent. Et s'il faut acheter ces coltans, venez prendre les coltans chez nous, passer par la grande porte et non financer les rebelles. Et ça, il ne faut pas le dire. On parle de diplomatie agissante. Moi, je crois, ce que j'ai dit au début, que ce n'est pas les discours, les phrases qui gèrent la guerre et qui gèrent les pays. Ce qui gère les pays, c'est les stratégies, c'est les programmes. Quel est le programme, quelles sont les stratégies de notre gouvernement pour mettre fin à cette guerre? C'est là où nous devons, c'est ça que nous devons réfléchir. Parce en vous écoutant parler, c'est comme si il n'y a pas un programme beaucoup plus précis pour en finir une fois pour toutes avec cette guerre. Alors qu'est-ce qui nous manque pour avoir ces programmes? On a vu beaucoup de réunions être aussi tenues autour du chef de l'État. Plusieurs décisions ont été annoncées, mais ça ne change pas. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui, Josué Walaï? Moi, je crois que les Congolais, ils doivent apprendre à aimer le Congo. C'est la première des choses. La plus grande arme qu'on puisse avoir pour gagner une guerre, ce n'est pas des chars de combat, ce n'est pas des Sukhoi, ce n'est pas des discours, c'est le patriotisme. Lorsque les Congolais vont revenir en eux-mêmes, parce que nous savons très bien qu'au sein de notre armée, il y a des trahisons. Au sein de nos politiques, il y a des trahisons. Combien de hommes politiques ont été arrêtés ici comme tant collaborateurs du M23? Combien des militaires ont été également arrêtés comme étant collaborateurs d'IM23. Certains civils, des membres, ils ont été arrêtés, des politiques ici arrêtés, et d'autres personnes, d'autres Congolais qui se sont même décidés de s'allier à nos agresseurs. Et ça, c'est la preuve que vraiment
dans cette situation, la situation dont nous sommes en train de traverser, c'est qu'il y a manque de patriotisme, manque d'amour d'abord pour le pays. C'est ça le préalable. Oui. Et lorsque le préalable est mal fondé, lorsque le patriotisme est fondé sur le détournement de fonds, lorsque le patriotisme est fondé sur la construction des immeubles sans travailler, lorsque le patriotisme est fondé sur les postes, je ne crois pas qu'on puisse avoir des vraies personnes pour mettre fin à cette guerre. Nous avons vu des politiciens ici à Goma et partout en train de circuler lors des campagnes électorales avec des programmes. On a eu même 17, si je ne me trompe, pour 20 candidats, 23 candidats à la présidence de notre pays. Ils avaient des programmes, ils avaient des visions. Mais pourquoi, lorsqu'il s'agit de gérer les pays, on a vu notre gouvernement faire 6 mois, Oui. 6 mois sans pour autant mettre en place un gouvernement. Hey, Ça, c'est la preuve déjà. Trouver les oiseaux rares, c'est pas facile. Ce n'est pas qu'ils cherchaient les oiseaux rares. Comme je le dis toujours, après cambriolage d'une maison, la plus grande des choses et les plus grands défis que les cambrioleurs ont, c'est le partage du butin. Et après le braquage électoral qui s'est fait en RDC, maintenant, ils se sont disputés pendant 6 mois pour avoir des postes. D'où aujourd'hui, on commence à lire sur les réseaux sociaux, telle personne est en conflit avec telle parce que cette personne a envoyé ces gens pour entrer dans un ministère. On ne sait pas gérer les pays parce que le népotisme prend le dessus sur des valeurs. Et ça, nous, on ne peut pas croire à une politique agissante, à une diplomatie agissante fondée sur les discours et fondée sur la haine contre les pays. Parce que si on n'aime pas les Congolais, cela veut dire qu'on n'aime pas les pays. Nous savons tous le dossier de détournement de certains ministres. D'ailleurs, certains d'autres sont en cours aujourd'hui. Voilà, il y a d'autres questions qui sont en cours aujourd'hui. Ça, c'est la preuve que notre pays, on n'a pas des personnes au sein de nos gouvernements, au sein de nos institutions qui ont besoin de mettre fin à cette guerre, mettre fin également à cette précarité que les Congolais sont en train de traverser. Mais à un certain moment, on peut dire nous sommes appelés à faire avec. Pourquoi je l'ai dit faire avec? Parce qu'on n'a pas d'autres autorités, on ne peut pas les remplacer immédiatement. Bien sûr, mais il faut leur pousser à des actions. Justement. Nous, comme population, on ne devrait pas être des applaudisseurs de ces gens-là qui ne travaillent pas bien. Nous, comme population, on doit être plutôt des déclencheurs d'alarme, des déclencheurs d'alerte, mais également des enjeux qui doivent pousser nos politiques à bien agir. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Et c'est ce qui tue actuellement. On n'arrive pas à gérer la guerre. On n'arrive pas à gérer d'autres problèmes du pays. Parce que la population elle-même semble être complice de son propre malheur. Et pour nous, nous pensons qu'il est très important actuellement que l'éducation soit au centre de tout agissement de nos populations, mais également de nos politiques, parce que ça semble, je crois qu'il y a certains de nos politiques qui n'ont pas été très bien éduqués sur le civisme, la morale, et on ne peut pas gérer un pays comme la RDC si nous-mêmes on est délinquants. Donc ce qui est important actuellement, c'est si nous voulons vraiment changer les choses, que nous puissions nous-mêmes d'abord changer. Les changements, c'est d'abord une question personnelle avant que les changements puissent toucher les autres. Et les changements est contagieux. Ce qui est important actuellement dans notre pays, c'est de comprendre que nous devons avoir une vision propre à notre pays. Pas une vision de nos politiques. On ne peut pas dire, voilà, moi je soutiens la vision du chef de l'État, moi je soutiens la vision de tel. On ne peut pas avoir plusieurs visions dans un même pays. On doit avoir une vision propre à notre pays. Et comprendre que nos politiques... Oui, elle est incarnée. Au sein de nos populations, nous devons savoir cette vision. Nos politiques doivent savoir cette vision et respecter cette vision. Chaque président qui viendra doit raconter cette vision du pays. Oui. Mais lorsqu'on prend, on nous dit, voilà, votez pour moi, parce que vous devrez consolider les acquis. Et on se pose la question, quels sont ces acquis? Quels sont les indicateurs de ces acquis? Quelle a été la première vision? Comment est-ce qu'ils ont évalué cette vision? Comment est-ce qu'ils ont évalué leur programme? Aujourd'hui, ils ont une vision. Ils nous disent qu'ils ont une vision. Comment est-ce qu'ils sont en train d'évaluer? Et quelles sont les stratégies qui sont en train d'être menées pour concrétiser la vision? C'est là où nous devons réfléchir. Et les peuples congolais ne devraient pas accompagner des gens.
mais accompagner ceux-là qui accompagnent la vision du Oui. Congo, le projet du Congo, c'est Congo-là que nous rêvons. Voilà, c'est Mais même que nous lorsque- voyons aujourd'hui faire sa part. Parce qu'il est là plutôt en soutenant l'armée, en soutenant les Ouazalendo. Est-ce que là, ne pensez-vous pas que le peuple n'est plus dans ces histoires-là politiques et le peuple voit déjà là où il y a ses intérêts? Les Profitons-en peuples- pour terminer directement avec cette question. les peuples a sa manière de s'exprimer. Oui. Le peuple congolais a vraiment cet amour pour le Congo. Mais nous, peuple congolais, à un niveau, nous avons baissé les bras. Et il est très important actuellement de comprendre que les politiques ne changeront pas ces pays si nous avons un peuple naïf. Les peuples congolais, nous devons nous lever et que nos politiques puissent nous respecter parce que nous sommes exigeants. Nous devons être exigeants envers le politique. Les politiciens, ils ne sont pas là comme nos boss. Le boss, c'est la population, c'est le peuple. Et les politiciens sont nos serviteurs. Et aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre que la donne est renversée. Nos politiciens sont devenus nos boss. Et nous, peuple, on est devenus des travailleurs de ces politiciens. Pourtant, les politiciens devaient travailler pour nous. Actuellement, il est très important que le peuple congolais puisse sortir de cette situation, puisse sortir de cette passivité et être exigeant envers nos autorités. Lorsqu'on serait exigeant envers nos autorités, même ceux-là qui ont de tête dire qu'ils ne veulent pas travailler pour le Congo et pour ces peuples, je crois qu'ils travailleront. Parce qu'on sera en train de les dénoncer, on sera en train d'évaluer leurs actions, leurs projets et leur amour pour le Congo. Mais lorsque ça arrive que chaque fois que les autorités sont à Goma, ils sont par exemple à Bukavu et dans d'autres provinces, c'est le peuple qui part acclamer avec des drapeaux, c'est le peuple qui part passer tout le temps sous le soleil. Donc, les peuples semblent être négligés et ça, pour nous, on ne cautionne pas. Ce que nous pensons actuellement, c'est une révolution constructrice et pacifique. Merci beaucoup, Josué Walaï. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes complètement à la fin de cette émission sur Gay Afrique à la télévision. À nous de vous dire merci de nous avoir suivis. Entre-temps, restez branchés, tout en aimant, tout en partageant, en commentant aussi toute nos productions, mesdames et messieurs, vos points de vue sur tout ce que nous faisons. Ça nous fera justement du bien. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi d'inviter d'autres compatriotes à les faire pour qu'ils suivent en temps réel l'actualité sécuritaire politique en République démocratique du Congo et au niveau africain parce que nous demeurons un média panafricain. Mesdames et messieurs, bonne suite du temps chez vous. Merci.